Nous avons organisé le samedi 16 mars 2024 au Ciné-Théâtre Le Rex de Valréas dans le Vaucluse une journée festival autour de notre film Tous résistants dans l'âme. Le programme de cette merveilleuse journée qui s'est tenue de 9h à 19h fut un cycle de 4 tables rondes avec 4 intervenants du film en interaction avec le public et animés par moi-même, Stéphane Chatry et Louis Fouché. Après le discours d'inauguration, nous avons eu une première table ronde sur le thème de l'autonomie alimentaire avec l'ethnobotaniste, écrivain, inventeur et youtubeur Barnabé Chaillot. La troisième fut sur le thème de la médecine conventionnelle avec le célèbre professeur Christian Perron. Puis la quatrième et dernière table ronde sur le thème de la santé intégrative avec Fabien Moine, hygiéniste, aux journées en musique, avec un formidable concert avec Ingrid Courrèges, accompagné de 2 des artistes du film, Éric Scarbarou et Wilfried Barueco. Nous sommes très heureux de vous partager cette merveilleuse journée sur Ethic TV en 5 épisodes. Une première vidéo avec le discours inaugural. Eh bien, merci d'accueillir Christian Perron. Vas-y Christian, mets-toi au milieu. Merci beaucoup. Moi, comme j'aime bien dire, d'avoir dans son film Christian Perron et Louis Fouché, c'est un peu comme d'avoir Belmondo et Delon dans son même film. Barnabé Chaillot, Bernard, tout ça, hein, c'est l'équilibre de la nature. Donc merci à tous les deux vraiment d'avoir accepté cette invitation pour ce film, d'être là ce soir, aujourd'hui, présent. Et alors là, cette fois-ci, dans la continuité de l'extrait qu'on vient de voir, déjà où beaucoup de choses ont été dites, que pouvons-nous dire de plus? Déjà, je voudrais remercier Louis Fouché parce qu'il m'a rendu à il y a l'IHU qui était tout seul contre tout le monde, qui avait fait quelques conférences diffusées partout. Je dis, oh là là, ce mec, il est génial, quoi. Alors au début, je pensais que c'était le petit réanimateur là, obsédé sur ses machines à sauver les patients, ce qu'il a fait aussi, c'est immense. Donc merci Louis pour tout ce que tu as fait. J'aimerais que vous l'applaudissiez parce qu'il est fantastique. Merci beaucoup. Et alors merci à Stéphane pour avoir fait ce merveilleux film. J'ai juste une petite réserve parce que vous avez vu dans le film, ceux qui l'ont vu, tout le monde est dans la nature, c'est merveilleux, il y a des petits oiseaux, c'est en couleur, les abeilles, la permaculture. Et moi, il m'a enfermé dans un... C'est applaudir Stéphane qui a fait un travail fantastique. Et moi, il m'a impressionné parce qu'il faisait un travail de bureau. Je me souviens plus trop ce que tu faisais à Paris dans les bureaux. Et un jour, tu as craqué, tu es parti dans la campagne, retrouver les agriculteurs, les paysans. Et bravo, il faut vraiment le remercier parce que c'est quelqu'un qui parle avec ses tripes, avec son cœur. Donc merci Stéphane. Bon, c'est bon, on s'est bien remercié, on a bien été mieux, applaudis, ouais. C'est magnifique. Maintenant, il va falloir être au niveau là. C'est les neurones du ventre qui travaillent, quoi. C'est pas les neurones du cerveau, quoi. Réveillez-vous, vous allez les éveiller, ne dormez pas pendant la sieste. Et en même temps, c'est bien ce petit moment un peu calme de l'après-midi où on va parler de santé. Alors, ceux qui ont envie de s'étirer, de bâiller, allez-y, hein, prenez une seconde pour le faire si vous avez envie. Et le système conventionnel, ce qu'on a appelé comme ça, finalement la médecine institutionnelle telle qu'on la connaît, est probablement dans une crise sans précédent.
Et pour moi, il y a une sorte de tristesse, c'est qu'il y a des choses magnifiques dans cette médecine. Il y a des choses vraiment... moi, je me souviens, étudiant, être rentré dans une salle de coronarographie et avoir vu le cardiologue monter un cathéter, tac, tac, tac. La radio, on voyait tout le dessin des artères coronaires. C'était comme une couronne autour du cœur. Et puis on voyait l'endroit où c'était dans une artère, soit l'artère radiale au pli du coude, soit là, soit l'artère fémorale. Et puis arrivé à Armentières, il gonfle un ballon depuis le bout du cathéter, il écrase le caillot, il redégonfle le ballon, ça y est, le sang recircule. Il a mis un stent et il a fait une angioplastie transluminale. Il vient de sauver quelqu'un d'un infarctus. Quelqu'un qui aurait dû mourir, se retrouver avec un cœur à la caisse, être insuffisant cardiaque pour les années à venir, se retrouve, s'il est revascularisé en moins de 6 heures, et ben, avec un cœur qui va bien, quoi. Et ça, c'est magique, en fait. On peut dire, on peut critiquer la technique, on peut critiquer le high-tech, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, quoi. Alors qu'avant, c'était des gens qui étaient condamnés à mourir, à traîner pendant des années, comme dans les bouquins, à finir avec des OAP à répétition, etc. Et là, on arrive à faire ça. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein d'autres de réussites absolument magnifiques de notre médecine. Et j'ai embrassé la carrière de réanimateur parce que la réanimation, finalement, me donnait des outils où j'avais l'impression tac, je claque dans les doigts, boum, le sang recircule, j'ai mis de l'adrénaline, de la noradrénaline, il y avait 6 de tension, je suis à 14 de tension. Le personne ne respire plus, elle est en train de s'étouffer, je l'intube, je mets un respirateur, je mets de l'oxygène, poum, ça y est. De toute puissance, parce que j'avais plein de matos, plein d'outils, des infirmiers, des aides-soignants à gogo, des équipes médicales. Ça marchait bien, quoi. Et en même temps, évidemment, le problème, c'est que cette médecine, elle est dans ce champ de tension où c'est plus facile de savoir ce qui est faisable. Quelle machine remplacer le cœur, remplacer le poumon, mettre une circulation extracorporelle pour remplacer le cœur. Ok, ça c'est faisable, on sait le faire. Est-ce que c'est souhaitable? Et là on rentre dans la question éthique, la question morale. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est de l'obstination déraisonnable? Est-ce que je vais faire souffrir quelqu'un pour rien? Ou est-ce que vraiment on y va et on va y arriver, on va le faire guérir? Et avec des dilemmes très importants. Et aujourd'hui notre médecine elle soulève. Et pour moi... on est en train de se faire exproprier de la médecine de manière extrêmement orthophoniste, médecins ou autres, ou même cadres administratifs, sont en train d'être giclés dehors par la progressif. On a été exproprié de la capacité à créer le savoir d'abord. Il fallait faire des études randomisées. Combien ont touché les gens en infectiologie, des sociétés savantes d'infectiologie pendant le Covid? C'est juste un scandale immense, quoi. Et donc c'est comme si petit à petit on était exproprié de chez nous et que la médecine nous a pas réunis, quoi. Vous ne pouvez plus avoir confiance dans l'hôpital. Vous savez que vous attendez parfois 7 jours dans la queue des urgences. Si vous êtes cassé le col du fémur et que vous avez 78 ans, on ne va pas vous donner à manger, puis vous allez finir par en crever. Ok, ça arrive en France maintenant, tout le temps. Même si vous allez aux urgences matin, qui va faire de la merde, et en fait vous n'avez plus de recours à ce système de santé. Et donc il y a une vraie occasion de découvrir plein d'autres choses merveilleuses, c'est-à-dire ce système architectonique hyper performant, il nous échappe. Comment on reste avec des émotions justes qui fait qu'on ne se pourrit pas la vie avec de l'anxiété, de la colère, etc. Comment on fait de l'exercice physique, quel thermostat de système immunitaire. Que je vois que les collectifs commencent à arpenter parce que de partout je vois émerger des espèces de kits de premiers. On est passé d'une médecine humaniste que peut-être toi, je suis un peu plus âgé que toi, mais tu as peut-être encore connu qu'ils écrivaient à l'époque, c'était dans un français parfait, quelquefois un peu littéraire, mais tout ce qu'ils disaient, c'était leur expérience. Il n'y avait pas des mathématiciens qui leur disaient non, attendez, dégagez, qui ne sera jamais une science exacte. Ils ont voulu la transformer en science exacte, mathématique, à grande époque, en France en tout cas, de la vulgarisation de ces fameuses études randomisées. Mais là, je dis au secours Hippocrate, au secours Aristote, parce que c'est une médecine qui a complètement abandonné l'humain. Donc il y a quelques exemples. Par exemple, tu citais les données de santé à Microsoft. Microsoft, c'est Bill Gates. Alors quand ils disent, mais c'est du pipeau la sécurisation, parce que ça, j'ai plein d'exemples. Je me souviens qu'il y avait qui avait été hospitalisé pour un problème grave à l'hôpital. Et puis pendant
Soi-disant, il y a je pense que quand vous avez été hospitalisé, on ne vous a pas demandé de signer un consentement éclairé, comme quoi votre compte-rendu serait mis ou non sur Internet. Donc, de toute façon, il est mis automatiquement sur Internet. Donc, presque regarde sur Internet, parce que bon, c'est la petite sécurité, mais en fait, bien de la fac. Parce que lui, il était enseignant à la fac. Donc, ça fait froid dans le dos. Le contact avec les jeunes, c'était sympa. Et un jour, je les vois tous rigoler. Qu'est-ce qu'ils ont qui sont très formés là-dedans. Ils peuvent trouver votre dossier médical partout où ils veulent. Donc, il ne faut pas raconter des bêtises. L'autre truc qui me fait froid dans le dos aussi, dans cette médecine informatique, voilà, c'est des cabines photomatons qu'ils mettent dans les supermarchés. Alors, c'est peut-être pas encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que les médecins, ça les embête. Les médecins, ils ont fait beaucoup d'études et ils réfléchissent. Infirmière de compétences élargies. Donc maintenant, une infirmière qui a passé ce diplôme, elle demande, au fond de moi, je pensais que j'allais avoir au moins, parce que moi je présidais le collège des professeurs de maladies infectieuses, j'étais copain avec tout le monde, je dis, il y en a bien 2 ou 3 qui vont me suivre. Puis je me suis retourné, je sortais de la tranchée avec mon fusil, la fleur au fusil, puis je me retourne, il n'y a personne. Voilà. C'est grave, tu continues que le charlatan péronne, ta carrière est foutue, je comprends qu'ils aient la trouille, et bon, je leur pardonne. Mais des copains comme mon âge ou plus âgés qui n'avaient plus à jouer leur carrière, témoigner publiquement. Mais où sont passées les couilles, hein, je me dis. Chirac avait fait cette... tu te souviens? Chirac avait dit aujourd'hui on grève de tout sauf de couilles par manque de donneurs. Donc Jacques Chirac l'a dit, tu peux... Voilà, donc tout ça pour dire... puis je vais terminer pour dire pourquoi je me suis engagé là-dedans, c'est que ça faisait déjà 20 ans que je me battais pour la maladie de Lyme, cette fameuse bactérie Borrelia transmise par les tiques, parce que c'était une imposture militaire. Maintenant, c'était révélé dans des livres. Je l'ai écrit d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle La vérité sur la maladie de Lyme chez Odile Jacob, que j'ai écrit quelques années avant le Covid, et tout ça pour protéger l'armée américaine. Et moi, je me suis toujours battu, alors j'en ai pris plein de la gueule là-dessus. C'est pour ça que quand le Covid est arrivé, je dis ah non, c'est pas possible, il recommence. Parce que, alors qu'il y avait 3 PCR positifs dans l'école chez des gens en parfaite santé, c'était pas des malades. Parce que même si j'étais dans l'establishment, c'est pour ça que je les embête, parce que j'étais président de tout et je les connais tous. Et Jérôme Salomon, c'était mon interne, c'est moi qui l'ai nommé professeur. Delfrécy, je l'ai connu interne. Ils ne peuvent pas me baratiner, je les connais tous de l'intérieur. Non mais. C'est pour ça que je les embête. Puis en plus, ils ont cherché, je suis pas prêt, j'ai dit, bon ça, ils vont pas recommencer, les mêmes manipulations. Mais ça m'a sauté aux yeux à la première minute dès mars. Les gens s'imaginaient, vous avez lu La peste de Camus, ce livre qui se passe en Algérie, à la télé. Et moi, j'ai dit, c'est quoi tout ce cirque? Et puis après, heureusement qu'il y avait des gens comme Toubiana. Et la majorité, parce que maintenant on a la preuve que les traitements précoces marchent. Toi qui es de Marseille, je sais que tu n'étais pas dans l'IHU, tu étais à quelques centaines de mètres, mais Xavier Zalbert. Et Xavier Zalbert, c'est le directeur de François, qui est le président de Bon Sens. Et Xavier, il m'avait contacté à l'université où il y avait beaucoup de mathématiques et tout ça. Il est capable de démonter une question. Mais voilà, c'était pour vous dire pourquoi j'étais tombé là-dedans. Et pourquoi j'ai jamais hésité une seule seconde. Alors quelquefois, avec 4 ans de recul, je me dis, quelquefois, tu as été gonflé parce que tu es monté au créneau, il n'y avait personne. Mais je sais pas, j'avais un instinct qui me sortait de mes tripes en disant, je ne peux pas laisser passer ça. Et comme dire... vous savez, comme disait un petit gars, j'ai oublié le nom que vous avez peut-être connu, qui disait « Je vais vous tous vous emmerder, mais moi j'ai envie de tous les emmerder. » Voilà. Merci. Merci Christian. Dans le film donc il y a 3 ans presque maintenant, c'est ça? Dans le film, tu dis ouais, j'espère que ça va mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et puis que on va moraliser le système et puis réussir à revenir à un système de santé correct. Est-ce qu'avec les 3 ans de recul qui se sont passés, tu as l'impression qu'on pourra récupérer le système de santé tel qu'on le connaissait, ou est-ce qu'on est condamné à vivre autre chose, une sorte d'effondrement? Moi, j'en suis convaincu parce que toutes ces crises, même majeures, même des guerres mondiales, ça dure 4 ans, 5 ans, mais c'est pas éternel.
ce qui me rassure, c'est qu'on voit toutes les données, même sur la mortalité, la baisse de la fécondité, toutes les crapuleries qu'ils ont cachées, elles sortent même dans des bases de données les plus officielles possibles. Ouais, la base de données anglaise, déjà moi sur CNews, il y a 2 ans, je m'étais fait taper dessus par le Conseil de l'Ordre, parce que j'avais dit, les Anglais, dans leur base de données officielle, disent que si quelqu'un a reçu l'inoculation expérimentale et qui rencontre le Covid, qui fait une forme sévère, il a 4 fois plus de chances de mourir s'il est inoculé que s'il n'est pas inoculé. Le Conseil de l'Ordre m'a convoqué 15 jours après. C'était avant Noël, il y a 2 ans, ou plus de 2 ans. Ils me disent, Monsieur Perron, vous allez prendre votre retraite, calmez-vous. Mais on vous demande une chose, arrêtez de parler des vaccins, sinon on va être obligé de vous radier un jour et tout ça. Moi, je suis retourné immédiatement dans les médias en disant, le Conseil de l'Ordre m'a interdit de parler des vaccins. Mais non, je leur ai dit, mais ça tombe bien parce que ce n'est pas des vaccins, donc j'ai ma liberté de parole. Non, mais ça vous fait rire, mais ce qui les... peut-être ma force, c'est que, bon, c'est peut-être par mon éducation, mon expérience, j'ai lu beaucoup de philosophes quand j'étais plus jeune, j'ai appris qu'il ne fallait jamais avoir peur. Et ils ont pensé que j'allais me coucher à genoux parce qu'ils m'attaquaient, qu'ils me menaçaient. Ils m'ont radié de ma chefferie de service 3 mois avant qu'elle soit terminée officiellement. Donc c'était juste un coup de pub dans les médias. Je n'ai jamais été radié par l'ordre des médecins. Je suis toujours médecin, malgré, bien que certains aient dit le contraire. Et moi, je leur montre que tout ce qu'ils me racontent, j'en ai rien à cirer, puisqu'ils sont dans la faux. Ils peuvent me salir. J'ai eu plein d'articles qui m'ont sali. J'en ai rien à cirer. Ça ne me touche pas une seule seconde. Mais j'ai pitié pour eux parce que ils me font peine en fait. Et alors, moi ce que j'adore, c'est, pour leur répondre, c'est juste répondre par l'humour. Je me moque d'eux. Et ça je pense que c'est plus que l'arme nucléaire. Non mais, ils n'ont plus aucune... D'ailleurs, je remarque que depuis quelque temps, je ne suis plus attaqué. D'ailleurs, les médecins de plateau qu'on voyait tout le temps, on ne les voit plus. Je pense qu'ils commencent à avoir un peu la trouille. Même les fact-checkers qui s'acharnaient sur moi il y a quelques années sans se donner aucune donnée scientifique, ils ne parlent plus trop de Perron. Donc je me dis, tiens, ils commencent un petit peu à avoir la trouille. Hein, parce que donc voilà, c'est ce que disait Louis, quoi. Il faut rester calme, non violent. Je leur souris et je les emmerde. Et puis et je reste droit dans mes bottes. Et il faut... moi, j'ai toujours été pris de... D'abord, j'ai eu des racines pas paysannes. Mes parents n'étaient pas paysans, mais mon grand-père avait une belle propriété en Anjou. Mes plus grands amis de l'époque, quand j'étais tout gamin, c'était les paysans. J'allais sur la charrette avec le cheval. Moi, les plus grands philosophes que j'ai connus dans mon enfance, c'était les paysans de l'Anjou. Ils n'avaient pas fait d'études, ils ne savaient pas lire ni écrire. Mais ils avaient une philosophie de la vie qui était extraordinaire et ils m'ont appris plein de choses. Et j'ai toujours gardé ça au fond de mon cœur, même si après j'étais le petit citadin à Paris. J'ai toujours gardé au fond de moi ces racines paysannes. Et quand on voit que maintenant paysan, c'est un mot qui n'était plus à la mode, paysan, c'est l'homme du pays. Il faut remettre à la mode les mots. Vous savez, quand on a remplacé, ça m'a choqué il y a 30 ans, avant, dans les entreprises, à l'hôpital, il y avait une direction du personnel. Le personnel, c'était un être humain qui travaillait pour l'entreprise. Après, c'est venu des États-Unis, c'est la direction des ressources humaines. Donc maintenant, un employé, c'est une ressource, comme le pétrole, le gaz. Non mais, vous voyez, c'est des petits signes, mais ça veut dire que, voilà, ils se foutent tous de notre gueule, il faut en être conscient. Réveillez-vous, je sais qu'ici vous êtes éveillés. Et vous dites, comment on peut faire? Ils sont tout puissants. Non, ils ne sont pas tout puissants, ils tremblent actuellement. Je peux vous dire qu'ils sont pas bien. On voit tout ce qui se passe actuellement, je ne vais pas détailler. Ils vont essayer de faire des crises, l'Ukraine, machin, mais on s'en fout, on reste droit dans nos bottes et apprenez à dire non. Et à poil dans votre petit sari comme Gandhi, vous résistez. Puis si on est des milliers de petits Gandhi, je peux vous dire qu'ils vont se sauver comme des lapins. Voilà. Merci beaucoup.
Eh bien, il nous reste une vingtaine de minutes. On va passer aux questions publiques, aux questions-réponses avec vous. Donc, on va reprendre les micros. Donc, pareil, si vous pouvez nous faire des questions courtes, qu'on puisse faire circuler les micros. Voilà. Unmuté ? 1, 2. C'est bon. Merci. Oui, Louis, tu posais une question, puis finalement, Christian, tu nous as pas répondu. Est-ce que vous pensez que les médecins, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même malheureusement les médecins qui sont les plus dans le déni, est-ce que vous pensez que ces médecins, on peut les sauver? Est-ce que la médecine, on peut la sauver? Ou alors, il faut vraiment passer à autre chose? Bien sûr qu'on peut sauver la médecine. Il suffit de donner un peu de moyens. Ça fait des décennies qu'on diminue ce qu'on appelle le numerus clausus en médecine, c'est le quota d'étudiants en médecine, parce qu'il y avait des intellectuels sortis de l'ENA ou de Sciences Po il y a quelques décennies qui avaient dit la médecine coûte pénurie de médecins. Il suffit de mettre un peu d'argent, de le vouloir, de remettre des étudiants. On dit maintenant on n'a pas les sous, ça conseille comme McKinsey. C'est pas moi qui l'a dit, il a donné je ne sais pas combien de milliards à l'Ukraine. Donc des milliards quand il veut, il y en a partout. Avec 1 milliard d'euros, je peux construire plusieurs hôpitaux, payer des infirmières pendant des années. Donc on se fout de notre gueule parce que l'argent, c'est machiavélique, mais moi j'aurais jamais tenu ce genre de discours il y a quelques années. Mais maintenant, l'OMS ils avaient fait quand même une analyse assez élargie. Il y avait la qualité des médecins, du système de santé, la sécurité sociale, la protection sociale. La France était le numéro 1 dans le monde sur la qualité de son système de santé. Maintenant, on est tombé dans les oubliettes. Heureusement que maintenant, il y a des toilettes naturelles. Le livre de Naomi Klein, vous savez, vous venez détruire un système pour ensuite le conquérir et le reconstruire autrement. Ce qu'ont fait les États-Unis tout le temps, ils font des guerres pas pour les gagner, ils font des guerres pour semer le chaos et ensuite venir mettre du bimentaire administratif à la con qui leur fait le stratagème des chaînes, on appelle ça dans le livre des stratagèmes chinois, qui est un livre sur l'art de la guerre. Et le stratagème des chaînes, c'est votre ennemi, vous n'avez même pas besoin de lutter contre lui si vous l'entourez de chaînes qui vous sautent sur le cul pour vous mettre en route le protocole qualité, le protocole machin, le protocole truc. Vous savez même plus ce que c'est soigner en fait. Vous n'arrivez même plus à soigner, vous n'avez pas le temps matériel. Il faut remplir la traçabilité sur l'ordinateur, il faut... Les propositions de reconstruction, elles ont été faites par quelqu'un qui s'appelle Clayton Christensen, entre autres. Clayton Christensen, c'est quoi? C'est l'ouverture au marché des pauvres de l'aviation civile, et donc c'est Ryanair, etc., qui vient défendre. Et il y a une disruption en santé qui est en cours, et celui qui est l'inventeur de ce concept, enfin en tout cas de sa modélisation universitaire, entrepreneuriale, dit bon, j'ai une prescription pour le système de santé, parce qu'il est très malade. Vous allez dans le mur. Alors c'était pas vrai en France, hein, Christian l'a dit, le système a s'effondré. Je dirais même bénéficiaire, parce que si vous regardez, il y a plein de données qui circulent actuellement, que l'on ponctionne la Sécu de tout un tas de budgets qui devraient lui arriver sur le tabac, l'alcool, bien d'autres, même des échanges entre la Sécu, les caisses de retraite. Artificiellement, c'est totalement catimini. On prive la Sécu de revenus qui lui sont dus normalement pour à tout prix la maintenir déficitaire. Donc c'est totalement artificiel. Le trou de la Sécu n'a jamais existé. La Sécu est bénéficiaire. On vous fait croire. Non, mais c'est intéressant parce que vous imaginez le trou de la Sécu, le trou dans la couche d'ozone, le truc. On est dans de la psyop à répétition, quoi, pour vous mettre dans la terreur et justifier que ça n'a pas de raison d'exister. Or, la Sécu, c'était vraiment quelque chose qui était un commun. C'était là, c'était au milieu de la table et c'était à nous, quoi. C'était un marteau qu'on a mis ensemble, et plutôt égalitaire, plutôt, voilà, quoi, une sorte de mutuelle bien faite qui permet de prendre soin de ceux qui vont pas bien collectivement. Bon, c'était bien, c'était pas mal. Non, il va falloir que vous mettiez votre pognon de côté, que vous capitalisiez dans un coin et que vous travailliez pour votre propre gueule, parce que les autres ils sont dangereux. Hein. Ils pourraient vous pomper votre pognon tout le temps, quoi. On est dans une logique où on sépare les gens. Dès qu'on vous sépare, c'est pour prendre le pouvoir sur vous. Hein. Diviser pour mieux régner. Hein. Donc tout ce qui divise est fait pour prendre le pouvoir. Donc Clayton Christensen, j'y reviens, dit bon, ça vous coûte trop cher votre système, puis il y a trop de vieux maintenant, puis en plus vous valorisez à l'input, qu'est-ce qu'il veut dire, votre système, vos remboursements. Oui, c'est en fonction de la gravité des maladies que vous donnez des remboursements. Et ça, c'est pas bon, vous devriez valoriser à l'output.
C'est-à-dire comment les gens s'en sortent derrière. Ça paraît frapper au coin du bon sens, comme ça. Toujours comme ça, les Américains. Première lecture, vous avez l'impression qu'ils sont plus intelligents que vous. Après, vous vous rendez compte qu'ils sont en train, en fait, de vous enfler. Mais, et donc, bah oui, si quelqu'un remarche après une opération et tout ça, là, évidemment, ça c'est bien, il faut mettre des sous dans ce truc-là. Par contre, faire de la médecine interne pour des gens polypourris, polyfoutus, ça va, pour qu'à la fin ils se traînent encore pendant combien d'années de vie, c'est bon quoi. Donc dans une logique à la fois eugéniste et économique, utilitariste, il y avait cette idée que toute l'hospitalisation, les services compliqués, les maladies rares, les maladies orphelines, les enfants, on s'en fout. On va garder juste 2 ou 3 services de médecine interne, 2 ou 3 services de réanimation, mais portion congrue. On appelle ça un magasin de solutions, d'accord. Mais le reste, on va faire des chaînes à haute valeur ajoutée. Ces chaînes à haute valeur ajoutée, ce sera quoi? Ce sera une clinique pour vous changer le genou quand vous avez mal au genou et que vous avez de l'arthrose de genou, par exemple. On va vous mettre une prothèse de genou. Et puis, c'est une chaîne à haute valeur ajoutée parce que tous les acteurs, je peux les transformer par de la technique, un médicomaton. Vous passez une IRM, on vous fait passer un questionnaire, vous passez dans le médicomaton, dans le chirurgicomaton, qui vous dit ta douleur elle est à combien? C'est rouge, c'est orange, c'est vert. McKinsey, hein. C'est toujours c'est rouge, c'est orange, c'est vert. C'est ça leur vision du monde, hein. C'est un feu rouge. C'est comme quand on sort des toilettes dans certains endroits, on appuie rouge. Oui, maintenant on vous le fait faire, on vous conditionne. Et les enfants c'est pareil, maintenant on les note rouge, orange, vert, vous savez. On les note plus de 0 à 20, on les conditionne complètement à ce monde-là. T'as le droit de passer, t'as pas le droit de passer. Et donc là, en gros, le logiciel va computer les données de l'IRM, votre score de douleur, votre score de capacité fonctionnelle et tout ça. Puis il va dire, on change pas le genou. Bah, c'est vert, on le change. Bon, ça va être très souvent vert. Parce que vous comprenez que celui qui a fait le logiciel pour déterminer s'il faut changer le genou, c'est aussi celui qui vous vend le nouveau genou. Ah, ça tombe bien. Et donc, c'est très souvent vert. Là, vous voyez un technicien d'anesthésie, un technicien de chirurgie. Il n'y a pas besoin d'anesthésiste, il n'y a pas besoin de chirurgien, c'est terminé tout ça. C'est saut au XXe siècle. Maintenant, vous allez passer avec un Indonésien qui aura fait des cours sur simulateur et qui viendra, il aura le tampon, il aura fait 200 000 genoux sur simulateur et sur cochon. Bon, bah, il est bien fait il est prêt pour vous le faire, quoi. Pas de problème. Puis il réfléchira pas, lui. On lui dit de mettre le genou comme ça, il le met comme ça, point barre. Et puis, il vous met votre nouveau genou, il se passe rien, c'est super. Vous sortez, vous remarchez, vous avez plus mal. Oh, magnifique, output génial, super. Il faut investir massivement là-dedans, surtout le privé. Le public, lui, n'investit pas. Ok. Mais qu'est-ce qui reste alors? L'hypertension, le diabète, l'obésité, les maladies de système et tout ça. Mais de toute manière, les gens sont des porcs, ils mangent n'importe comment, ils font n'importe quoi, ils fument, etc. Toujours une vision un peu moraliste, hein. Chez les anglo-saxons, ils sont là pour vous juger, hein. Vous savez que chez nous, le soin, c'est l'inverse, hein. Que vous soyez blanc, rouge, noir, orange, on s'en fout. Que vous soyez chrétien, islamique, juif, on s'en fout. Que vous soyez même gentil ou méchant, on s'en fout. On n'est pas là pour vous juger ou faire un jugement moral. On est là pour vous soigner. Et le principe du soin chez nous, et dans toute l'ère méditerranéenne, c'est l'accueil inconditionnel. Vous vous souvenez qu'on a mis des passes à l'entrée des hôpitaux, hein? Donc, okay. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ok, on va faire des réseaux de patients interconnectés, des WhatsApp de patients hypertendus. Sympa. On va tous les mettre en réseau, voilà, un Discord ou un Telegram. Vous êtes peut-être tous sur Telegram maintenant. On va faire un réseau Discord. Puis on va mettre un animateur réseau, un Michel Simès sympa, qui va faire des webinaires et des lives. Et dans ces lives, il va animer. Alors, on fait passer Monsieur Gérard. Alors, comment ça se passe avec votre bêta-bloquant, ça? Ah, quand même, je bande plus beaucoup, je suis fatigué, etc. Mais vous avez raison, Monsieur Gérard. Pfizer vient de proposer une pilule au lieu de 2, avec un dosage moins important. Qui veut essayer? Tout le monde fait moi dans le chat. Et là, il fait bravo, recherche citoyenne. Éco-inclusive, éco-responsable et inclusive, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Participative. Il a coché toutes les cases de la bien-pensance wokiste. Et il est financé par l'État en plus. Le tout avec un réseau WhatsApp qui est possédé par qui? Par Pfizer. Ah d'accord, c'est ça le futur de notre médecine. Donc voilà la proposition institutionnelle qui est faite et qui est en train d'être mise en place par Bruxelles en France, hein, clairement. C'est vers ça qu'on va. Et là, il y a nous, qu'est-ce qu'on peut faire? À quel endroit on peut mettre des pailles dans l'engrenage? À quel endroit on peut reprendre le contrôle sur ces choses-là? Pour rebondir sur ce que tu as dit, tu as parlé des handicapés avec d'autres personnes fragiles. Moi, à Garches, c'était, en France, l'hôpital de référence de la prise en charge des handicapés. C'était merveilleux. Il y avait la chirurgie de pointe orthopédique, la chirurgie du handicap, il y avait les maladies infectieuses, parce que souvent, quand ils étaient opérés, ils s'infectaient. Il y avait plein de choses.
il y avait le mélange de prise en charge de rééducation avec des kinés super et puis de médecine aiguë. C'était un modèle unique au monde, Garches. Quand j'étais président du comité consultatif de l'hôpital, j'avais encore un certain pouvoir à Garches, j'avais obtenu la reconstruction sur place du nouveau Garches. Ils gardaient les vieux bâtiments anciens classés, mais ils construisaient des bâtiments modernes à côté. Ça devait être un hôpital magnifique pour la prise en charge du handicap. J'ai vu défiler toutes les ministres de la Santé, Roselyne avec des trémolos. Ils ne le feront jamais, bien entendu. Et en France, officiellement, devant nos yeux, vous ne le savez pas, ils sont en train de laisser crever les handicapés. Ils n'en ont rien à foutre, parce que les handicapés, pour eux, ce n'est pas une variable rentable. Et j'assume ce que je dis, parce que j'étais président du comité médical de l'hôpital du handicap. Et j'y ai cru. Oui. Madame, allez-y. Oui. Moi, j'aurais... Oui, d'accord. Bonjour, vous avez répondu plus ou moins à ma question. Et pour revenir un petit peu en arrière, je voulais aussi une petite pensée pour Denis Agré, qui dès le début avait décrypté les statistiques de décès, de malades. Donc j'espère que vous n'avez pas de contentieux avec lui. Voilà, donc c'était juste pour souligner son travail sur les statistiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Juste un mot pour dire que finalement, on donne un point de vue critique sur l'évolution du système de santé, mais évidemment, on reste tout à fait confraternel. L'immense majorité des médecins a fait comme elle pensait juste de faire, en étant trompés, clairement. Donc il y a beaucoup de gens qui ont tapé sur les médecins, etc. Déjà, il y a eu des médecins très courageux, vous en signalez un, il y en a eu plein d'autres. Hein. Et il y a eu plein de gens qui n'ont pas parlé publiquement, mais qui ont fait. À l'hôpital de Voiron, je le rappelle, là, il y a Barnabé qui est là, il pourra me confirmer, mais les médecins de l'hôpital de Voiron, quand il y a eu le pass sanitaire qui est arrivé à l'entrée de l'hôpital, se sont réunis en commission médicale d'établissement, la CME, on appelle ça, et ils ont voté qu'ils n'appliqueraient pas le pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital. Ils l'ont voté, ils l'ont fait. Madame, vous avez... Oui, moi j'aurais voulu vous expliquer qu'en fait on est arrivé pratiquement au bout d'un processus. Monsieur Perron disait ça y est, là on est au bout. Moi je trouve que c'est assez malaisant pour ma part en tous les cas. Je pense qu'ils sont en train de recommencer le même cinéma, par exemple avec la guerre en Ukraine. Ils distillent la peur partout. Et moi, je suis en train de regarder, j'ai l'impression que c'est une redite de ce qu'on nous a fait vivre, nous, les soignants suspendus. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le choix pour certains, parce qu'il y avait pas mal de mamans solo qui avaient leurs enfants à nourrir. Et quand on a refusé cette injection, on a été virés comme des malpropres. Pas le droit aux aides sociales, pas le droit au chômage, pas le droit au RSA. Les médias ont été tout à fait sous la coupe des oligarques. Donc moi, je n'ai pas l'impression qu'ils sont encore morts, quoi. Ils sont encore bien vivants. Quand on entend tout ce qu'ils sont en train de nous promettre, et la peur... moi, en fait, les gens qui sont fait vacciner par la peur, je veux qu'on les accueille avec bienveillance et qu'on ne réagisse pas comme eux, à savoir... la manière dont on a été traité, je pense qu'il ne faut pas qu'on rende ça et qu'on soit dans l'accueil et la bienveillance. D'abord, bravo à cette femme qui témoigne d'avoir été suspendue. Et bravo à tous les suspendus, c'était honteux. Et la France est le seul pays qui n'a pas payé les salaires de façon rétroactive, ce qui est encore honteux. Donc bravo à vous. Alors, toute cette machination, elle est prévue depuis longtemps. Ils ont plein de mécanismes de peur. Les maladies infectieuses, ça fait toujours peur. Mais moi, quand je travaillais pour les gouvernements, une fois à Raffarin, nous avait convoqué à Matignon, parce qu'il y avait plusieurs épidémies en même temps. Ça panique les politiques, parce que les maladies infectieuses, ils ne savent pas comment maîtriser, ils n'y connaissent rien, et ça leur fait peur. Donc, on sait très bien qu'on peut manipuler les populations avec la peur. Ils ont essayé avec le Covid, finalement, ça a fait flop. Parce que ce virus, il n'a pas été si méchant que ce qu'ils avaient prévu. Et c'est pour ça qu'ils essaient le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, le terrorisme islamiste. Ils vont inventer tout ce qu'ils peuvent.
Mais il ne faut pas avoir peur de tout ça, c'est des manipulations. Et moi, c'est pour ça que je reste optimiste. Alors après, vous savez, ils ont essayé après le Covid, comme ça ne marchait pas bien, Tedros, là, le directeur de l'OMS, nous a annoncé attention, Marbourg va décimer la planète. Moi, je connais bien Marbourg. Il y a eu quelques dizaines de cas dans le monde. Quand je suivais les cours de l'Institut Pasteur au début des années 80, l'épidémie de Marbourg en Allemagne, c'est un accident de laboratoire avec des histoires de singes qui venaient d'Afrique. On n'avait jamais trouvé d'ailleurs le virus chez les singes africains. Peut-être que c'était déjà une manipulation de laboratoire, j'en sais rien. Ça avait tué beaucoup de chercheurs dans le labo. Après, il y a eu un petit foyer épidémique en Afrique du Sud qui a duré quelques jours et quelques semaines, et c'était fini. Il n'y a plus eu cas de Marbourg dans le monde. Donc Marbourg, c'était 2 épiphénomènes. C'est une fièvre hémorragique très grave qui tue beaucoup de monde, mais si un virus tue trop, comme le Ebola, ça ne fait pas de pandémie. Ils ont essayé, mais on ne peut pas faire de pandémie avec Ebola, parce que quelqu'un qui a Ebola, 80% de mortalité. Dès le début de l'infection, il a 42 fièvres, il est cloué au lit dans la diarrhée sanglante, il ne peut pas se lever, il ne peut pas aller dans le métro, se promener, contaminer tout le monde. Il suffit d'isoler, l'épidémie se termine. Donc Tedros, plusieurs fois, il disait attention, Marbourg arrive, un nouveau variant d'Ebola arrive. Moi, ça me faisait rigoler. Alors après, ils ont sorti la pandémie de variole du singe. Alors là, j'ai rigolé parce que j'étais en Belgique dans la voiture avec une amie qui m'emmenait faire une conférence à Namur. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Je voyais le communiqué de Jérôme Salomon, la DGS, nouvelle pandémie. Je vois que ça a commencé le même jour dans 15 pays différents, aux 4 coins de la planète. Je dis, il ne faut pas se foutre de ma gueule, une pandémie. Chez des gens qui n'avaient jamais voyagé ni pris l'avion. En plus, ça se transmettait que chez les homosexuels masculins, donc c'était bizarre. Il disait que c'était la transmission respiratoire. Non, mais c'est des communiqués officiels, hein, je ne mens pas. Et en plus, je découvre à ce moment-là que Bill Gates avait annoncé, 1 an avant, il a fait une répétition générale, pandémie de variole du singe. Il avait annoncé que ça commencerait en mai 2022. J'étais dans la voiture en Belgique, on était en mai 2022. Je dis, oh là là, donc Bill, il est fort. Hein, parce que et puis après, je regarde. Et je vois qu'il avait investi dès 2019 dans un nouveau vaccin de la variole et que l'Agence européenne du médicament avait préenregistré un médicament miracle pour la variole du singe qui n'avait jamais été testé chez l'homme. Alors là, évidemment, j'ai fait un communiqué en me foutant de leur gueule, mais puis il y a eu quelques centaines de cas. Malheureusement, il y a eu quelques morts dans le monde, enfin très peu, puis ça a capoté. Alors maintenant, il y a le fameux virus X. Alors là, c'est génial. Alors X, on connaissait les films X, après il y a eu Twitter qui est devenu X, mais maintenant il y a le virus X. C'est à mourir de rire parce que c'est pour faire le Covid, ils ont modifié le virus en labo pendant 20 ans, à l'Institut Pasteur, à Chapel Hill aux États-Unis, en Chine. C'était des bardets de chercheurs avec des millions de dollars pour changer ce virus qui a fait flop. C'est pas facile de changer un virus, parce que si on fait un virus trop atténué, comme le virus de la variole du singe, il ne se transmet pas. Ils ne peuvent pas prévoir à l'avance. Ils ne peuvent pas faire une étude randomisée grandeur nature. Attendez, on veut lancer une pandémie, on cherche des volontaires avec... Vous signez un consentement éclairé, parce qu'on veut voir si ça se transmet bien, si ça tue pas mal de gens. Si ça tue trop, ça fait flop, parce que un virus intelligent, il ne tue pas tout le monde, parce que s'il tue tout le monde, il n'a plus de victimes. Donc, il faut comprendre ça, mais j'ai l'air de blaguer, mais c'est très sérieux en maladie infectieuse. Donc c'est pour ça qu'ils vont vous faire peur, le virus X, le machin, mais franchement, ils ne sont pas prêts de nous sortir du chapeau. Alors, je sais qu'ils ont dans des laboratoires, je sais que dans le Michigan, il y avait un reportage là-dessus, ils ont un virus grippal très dangereux, qui était dangereux surtout pour les animaux, mais ils l'ont rendu très dangereux pour l'homme et transmissible à l'homme. Bon, j'avais vu une émission là-dessus, qu'il était enfermé sous clé, que jamais il sortirait de là. Bon, ils peuvent toujours nous sortir un truc... Mais honnêtement, je pense qu'ils ne nous auront pas avec un microbe. Hein. Et puis, après, avec toutes les autres causes pour vous faire peur, elles vont sortir tout le temps. Mais n'ayez pas peur. La meilleure résistance, c'est que vous restiez serein, que vous leur disiez non. Si on veut enfermer vos enfants dans les écoles avec des masques, vous allez faire le siège du bureau du directeur en disant on n'en veut pas, et puis ils seront obligés de se coucher. C'est eux qui ont peur, c'est pas nous. C'est ça qu'il faut toujours Ils sont en panique actuellement parce qu'ils voient que leur nouvel ordre mondial est en train de se casser la gueule.
Très bien. Eh bien, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Christian. Merci infiniment. C'était encore très riche.